Ce café mythique des Deux Magots ouvre ses portes en 1885, remplaçant un magasin dont il ne gardera que 2 figurines à l'intérieur, et deviendra ainsi une institution de Saint-Germain-des-Prés. Ce lieu de légende verra passer Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine, et le café deviendra également un QG d'Hemingway. Merci monsieur. Merci monsieur, au revoir. Au revoir. Juste en face, classée monument historique en 1862, l'église de Saint-Germain-des-Prés est l'un des plus vieux lieux de culte de Paris. Fondée au VIe siècle sous le règne du roi Childebert, fils de Clovis, les décors polychromes de l'église, notamment les admirables peintures murales de la nef, ont été exécutés sous le Deuxième Empire. Admirez la nef. Nous continuons notre visite de la rive gauche de Paris et c'est par la rue Bonaparte que nous accédons à la place Saint-Sulpice. Dans le but de créer un écrin pour l'église Saint-Sulpice, c'est un architecte italien, Servandoni, qui dessina cette place axée sur l'édifice en 1752. L'église de Saint-Sulpice est la 2e plus grande église de Paris, juste après Notre-Dame. Sa construction débute en 1648 pour s'achever en 1870. À voir les fresques de Delacroix, la chapelle de la Vierge et surtout son gnomon, qui est un dispositif astronomique unique en France. Pour de plus amples renseignements sur cette chaîne, vous trouverez un reportage dédié à cette église. En remontant la rue Bonaparte, elle nous mène sur l'un des plus beaux sites de la rive gauche. Bienvenue au Jardin du Luxembourg. Acquis par la reine de Médicis entre 1614 et 1631, c'est Haussmann qui lui donne son tracé actuel. Les travaux seront réalisés en 1850 et dureront 20 ans. C'est un domaine d'environ 25 hectares. La fontaine de Médicis, lieu de rendez-vous galant, attire les amoureux. Le tableau mythologique représente la jeune amoureuse Galatée dans les bras d'un jeune berger du nom de Assis. Polyphème au-dessus surprend les amants, fou de jalousie. Il écrase Assis sous un rocher. Galatée hurle et supplie les dieux de transformer en fleurs le sang de son amant afin qu'il puisse gagner la mer. Son vœu sera exaucé. Nous avons une vue du Jardin du Luxembourg sur le Panthéon. Prochaine étape. Et c'est la rue Soufflot qui va nous y mener. Au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, ce bâtiment est une église, l'église Sainte-Geneviève. Puis sous la Révolution française, elle devient monument laïque qui doit abriter les tombeaux des personnalités qui ont beaucoup compté pour la France. Voltaire sera le premier à être placé dans la crypte. Et pour la petite histoire, c'est Louis XV qui décida de construire une église dédiée à Sainte-Geneviève, suite aux guérisons miraculeuses dont souffraient les Parisiens, notamment la maladie de l'ergot de Seigle.
Situé sur la place du Panthéon, il y a une seconde merveille architecturale datant de la fin du XIIIe siècle. C'est la merveilleuse église Saint-Étienne-du-Mont. L'un des éléments remarquables de cette église, construite au milieu du XIVe siècle, c'est sans nul doute son jubé qui sépare le chœur de la nef, dans un style Renaissance, à laquelle on accède par 2 escaliers latéraux pour y chanter ou y lire des textes liturgiques. À savoir, Jean Racine et Blaise Pascal reposent dans cette église. On peut voir également le reliquaire en cuivre doré et le tombeau de Sainte Geneviève, patronne des Parisiens. Nous ne pouvions être mieux accompagnés pour la suite de notre balade rive gauche. Notre visite de ce jour se trouve située en face de ce magnifique petit square, Paul Painlevé, rebaptisé par la mairie de Paris Square Samuel Paty, en hommage à ce professeur d'histoire-géographie assassiné le 15 octobre 2021. Le musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, se trouve situé dans le 5e arrondissement de Paris, près de la Sorbonne, avec la présence de Montaigne qui lui tourne le dos. Et pour la petite histoire, sachez que pour les étudiants, toucher le soulier de Montaigne permet d'augmenter ses chances de réussite aux examens. La résidence des abbés de Cluny, édifiée en 1485, fin XVe siècle, est le plus ancien hôtel particulier entre cour et jardin conservé à Paris. Après une importante campagne de restauration qui débuta en 2015, le musée a réouvert ses portes en 2022 et nous fera découvrir ces merveilleux polychromes originales des sculptures, ces décors muraux de la chapelle par exemple, ce bleu-vert sur le fond des voûtins et son architecture merveilleuse gothique flamboyante. Quelques vues du métro parisien qui nous emmènent jusqu'aux Invalides. En 1670, Louis XIV décida la création d'un hôpital hospice pour les militaires blessés au combat. Les Invalides abritent également le tombeau de Napoléon. Ce site sert d'écrin à de nombreuses cérémonies de la République et regroupe le musée de l'armée à travers les siècles. Sachez que l'hôtel des Invalides fut un véritable lieu mythique de la Révolution. Durant la Révolution française, le procureur du roi y est envoyé le 14 juillet 1789 dans le but de réclamer les armes des Invalides pour pouvoir les donner au peuple. Mais le gouverneur refuse d'en laisser une seule, sans ordre formel du roi. Les portes seront finalement ouvertes par les Invalides eux-mêmes, ce qui permettra au peuple de se procurer 32 000 fusils, 27 canons, qui serviront à la prise de la Bastille, véritable tournant de la Révolution française.
s'approche du musée Rodin. Effectivement, en quittant les Invalides, il suffit de traverser le boulevard du même nom et se diriger vers la rue de Varennes où le musée Rodin se trouve juste en face des Invalides. Facile, non ? L'étrangeté de ce musée se trouve dans le fait que ce lieu a été choisi par Auguste Rodin lui-même. Cet agréable hôtel particulier, construit en 1732, regroupe une grande partie des œuvres de l'artiste depuis 1919. Pour la petite histoire, le saviez-vous, pourquoi Rodin a-t-il quitté Camille Claudel ? Eh bien, effrayé par le caractère violent de Camille, Rodin commença à l'éviter tout en l'aimant encore et vint s'installer à Meudon en fin d'année 1893, où il vécut ses 20 dernières années. D'ailleurs, sa maison de Meudon rouvrira leurs portes en mars 2026. Nous allons clore cette visite des 10 lieux incontournables de la rive gauche de Paris par l'iconique Dame de Fer, qui est mondialement connue. Symbole de la capitale de la France, la Tour Eiffel, avec ses 330 mètres de haut et ses 125 mètres de côté, draine près de 10 millions de visiteurs chaque année qui accèdent au parvis de la tour gratuitement et près de 7 millions qui accèdent aux étages. C'est le monument le plus visité au monde. Elle fut inaugurée le 15 mai 1889 pour l'occasion de l'exposition universelle de la même année. Et le saviez-vous, les riverains ainsi que de nombreux artistes tels que Maupassant, Gounod, Charles Garnier, Alexandre Dumas, se sont totalement opposés au projet. Un appartement a été introduit par Gustave Eiffel au sommet de la Tour Eiffel, à exactement 285 mètres de hauteur, au 3e étage. Nous avons débuté cette visite de la rive gauche de Paris par un café iconique, les Deux Magots. Il m'a semblé judicieux de clôturer cette balade par un restaurant mythique de la rive gauche, le Procope, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Symbole de la gastronomie française, ce restaurant a ouvert ses portes en 1686. C'est le plus ancien café du monde. Il a traversé les siècles en accueillant des figures littéraires et artistiques de renom, telles que Voltaire, Victor Hugo, Rousseau, Verlaine, Anatole France, La Fontaine et tant d'autres. Un grand merci à tous ceux qui ont visionné ce petit film.